je vais passer la parole aux éminents représentants et représentantes de la presse. Nous devront poser des questions. Oui. Antoine Menuisier, Tribune de Genève. Oui. Est-ce que vous pensez que la détention de M. Dina est une sorte de preuve, parce qu'il y a des preuves d'amour entre les États, mais entre l'Algérie, de la France à l'Algérie, une bonne volonté finalement que ça suffisait et qu'on savait très bien qu'à la fin il n'y aurait pas d'extradition, et que même petit pied de nez de la France à l'Algérie, la décision intervient un jour avant. Je ne sais pas si c'est calculé comme ça. Je sais pas. Si on imagine des liens extrajudiciaires. Alors bon, moi je peux répondre là-dessus sur le plan strictement de la convention franco-algérienne et du droit interne français. Premièrement, les autorités françaises ne peuvent pas, au niveau administratif et de l'exécutif, décider si un mandat d'arrêt, on va l'appliquer ou pas. Quand c'est un mandat d'arrêt international qui circule dans tous les pays d'Europe, comme c'est le cas pour le mandat d'arrêt international, et au-delà naturellement, et qu'il y a une demande d'extradition, ça n'est pas aux autorités administratives et ou exécutives d'apprécier si on va arrêter la personne. Je te rappelle que dans notre cas, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, mais je veux dire, on ne peut pas à la fois se plaindre que dans certains cas, ils appliquent les normes et dans d'autres cas, ils ne les appliquent pas. La règle en matière d'extradition, c'est que quand il y a un mandat d'arrêt international, le pays où la personne est arrêtée sur la base de ce mandat, ensuite fait l'objet d'une procédure d'extradition. C'est ça le principe. Bon, je ne dis pas qu'on n'est pas tous en tête des exemples d'un gouvernement qui n'est pas utilisé justement ces mandats d'arrêt. Bon, enfin, en même temps, il y a des normes, donc on peut quand même dire que c'est un peu logique. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y avait une demande d'arrestation provisoire. Donc une demande d'arrestation provisoire, de la même manière que le mandat d'arrêt, on doit la mettre à exécution, théoriquement. Bon, comme disait Tubiana, hein, bon, on connaît d'autres cas. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, jusque-là, moi, je vois rien d'anormal. Par contre, ce que je trouve un peu anormal, je le dis, et ça ne me gêne pas de le dire, c'est pour ça qu'on a fait 5 demandes de mise en liberté, ou 6 même, une par mois. Je trouve anormal que Mourad Dina, ayant de la famille en France, 2 sœurs et des cousines dans la région parisienne, qui toutes étaient prêtes à le domicilier dans leur maison, et les cousines étant pour certaines mariées avec des Français, si ma mémoire est bonne, et ayant en tout cas une activité qui le centre de leurs intérêts en France depuis très nombreuses années, je trouve anormal qu'on n'ait pas accepté le principe qu'ils puissent être libres en attendant la décision sur le fond. Voilà, donc ça je suis d'accord avec vous là-dessus, mais il faut apporter ce mais qui, là encore, est à géométrie variable. La jurisprudence exige qu'on ait des garanties de représentation non seulement dans l'État où on est arrêté, mais à l'égard de l'État qui réclame votre extradition. Ce qui est une bévue absolue, puisque par définition, si on a quitté son pays, on n'a pas de garantie de représentation dans le pays qu'on a quitté. Ça, c'est clair. Bon. Alors voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Je voudrais ajouter, puisque vous êtes à la tribune de Genève, je pense que c'est important, que les Suisses n'ont pas du tout la même procédure, manifestement. Et comme l'a rappelé notre confrère Mesli, lorsqu'il y a une demande d'extradition, les personnes sont convoquées par les services, on va dire, de police, je crois, hein, je peux le comprendre comme ça, et qui ne lancent pas toute la procédure avec ce que cela comporte de lourd et de détention préalable à la décision finale. Ça, c'est vrai. Il y a là un fonctionnement qui est différent du fonctionnement français. Mais il faut rappeler, pour être précis sur la procédure d'extradition, que la Cour ne donne qu'un avis. Et que nous avons de nombreux cas où les cours ont donné des avis favorables, notamment sur les Italiens, favorables à l'extradition, et où le gouvernement, n'étant pas lié par cet avis, a décidé de ne pas suivre cet avis. C'est ainsi que de nombreux Italiens, et ici à la Ligue des droits de l'homme, on a fait de nombreuses conférences de presse dans ce sens-là, parce que c'était un engagement du président de la République à l'époque, Mitterrand, on a fait de nombreuses conférences de presse, parce qu'en effet, on estimait qu'à partir du moment où il y avait un engagement du politique sur une catégorie de personnes en raison d'une situation spécifique dans leur pays d'origine, il y avait lieu de le respecter. Donc voilà, ce sont des procédures éminemment politiques. Voilà, on peut dire ça comme ça. Ce qui aurait été intéressant de savoir, mais là ça aurait été tenté de diable,
c'est si l'avis par extraordinaire avait été favorable, Ce qui serait passé. passer avec le gouvernement français. Ben, on n'avait pas tellement envie d'essayer, donc Je si on suis peut assez éviter, d'accord. si on peut éviter, c'est mieux. D'autres questions? Allez-y, allez-y, hein, faut pas. Allez-y. Oui, J'aimerais bien monsieur. rebondir, nous félicitant pour la libération de Mourad. Attendez, monsieur, vous êtes de quel genre? On est ex-secrétaire général de l'Union des démocrates musulmans. On va peut-être d'abord donner la parole à la presse avant les intervenants hors presse. Oui. Bonjour, c'est Fabien de la télévision Rachel. Une question exactement à Mme répondre. Comment expliquez-vous un petit peu le silence des médias lourds français pendant ces 6 mois? Et sachant que, moi j'ai été un petit peu l'auteur, que tous ces médias ont été destinataires de toutes les informations nécessaires. Donc, par exemple, il n'y avait aucune télévision française publique ou privée venir un petit peu en parler ou organiser une émission ou quoi que ce soit, même pas internationale. Est-ce que c'est dû un petit peu à ce qu'on appellerait la France-Algérie? Je crois d'abord qu'il faut bien situer le moment de l'arrestation de Mourad Dina en France. Cette arrestation se situe en pleine campagne électorale. Bon. D'abord, je pense que c'est pas un hasard, pour tout dire, parce qu'on sait que le mandat d'arrêt était dans les cartons des services de police français depuis déjà au moins presque une dizaine d'années. Hein. Il y a de 2003, il a été envoyé, je crois, un peu plus tard, en 2004, mais on sait à travers le dossier que la chose était entre les mains des services spécialisés pour ces genres d'arrestation. Et Mourad Dina était venu plusieurs fois en France, préalablement à cette arrestation. Donc le moment où ça intervient est un moment très délicat. On est en pleine campagne électorale, on ne sait pas quels vont être les résultats par définition, on peut espérer ceci ou cela, mais on ne sait pas. Et je pense que ça n'a pas été un moment favorable pour qu'il y ait une prise de position des uns ou des autres précise sur ce point-là. J'apporterai un correctif, alors je ne peux pas parler au nom de la presse, hein, mais j'apporterai un correctif. Human Rights Watch avait, je crois que je peux le dire maintenant, je ne sais pas si le représentant du Human Rights Watch est là, avait interrogé Fillon, puisqu'en dernière instance, c'est le Premier ministre qui prend la décision au cas où l'avis est favorable. Et moi, j'ai trouvé que la lettre de Fillon était très ouverte à une conception plutôt libérale de l'extradition, puisqu'il terminait sa lettre en disant que la France sera particulièrement attentive à tout ce que la Cour européenne a dit sur les extraditions, s'agissant d'Algériens, d'une part au traitement que Mourad Dina pourrait recevoir dans son pays d'origine, et d'autre part aux capacités de ce pays d'origine à organiser un procès équitable. Et que ce serait là des éléments de critères pour la décision ministérielle. Alors moi j'ai trouvé ça assez ouvert comme façon de poser le problème. Je dois dire que je ne m'attendais pas tellement à cela. Mais comme en effet le droit français prévoit 2 exceptions à l'extradition, et notamment le fait de ne pas être traité correctement au regard des principes du procès équitable, j'ai trouvé que c'était une ouverture correcte et en tout cas légalement justifiée. Mais pour la presse, je ne peux pas vraiment y répondre. Je pense que c'est tombé à un moment très particulier. Et je pense, une fois de plus, que nous sommes dans les relations très compliquées franco-algériennes sur lesquelles, bon, je veux dire, enfin bon, je ne vais pas le dire ici, hein, mais c'est compliqué. Très, très compliqué. Stéphane Jordan de l'agence France Presse. Que va faire Mourad Dina dans les semaines et mois qui viennent? Où est-ce qu'il va se domicilier? Quel type d'activité il va avoir? Il vit, M. Mesli le connaît bien, ils vivent dans le même pays. Il vit en Suisse depuis presque une vingtaine d'années, si ma mémoire est bonne. Toute sa famille y vit avec lui, ses enfants et son épouse, évidemment. Et donc, il rentrera immédiatement en Suisse dès qu'il aura réglé 2-3 problèmes purement administratifs en France et vis-à-vis des autorités suisses. Voilà. Mais je pense que M. Mesli vous dira mieux que moi cela. Oui, je pense. Il est libre alors actuellement? Oui, évidemment. Hier, oui. Il viendra peut-être parce qu'il devait être interviewé par une télévision arabe, je crois. Et il doit également faire des démarches puisque son titre de voyage est expiré avec l'ambassade de Suisse pour le renouveler. Voilà. Il viendra peut-être vers 3 heures s'il termine son interview rapidement. Oui. Sylvie Coffin, Radio France Internationale.
Dina en Suisse et savoir par rapport à la procédure de la Cour d'appel, est-ce que ça met fin à toute demande à nouveau d'extradition? Est-ce qu'il y a encore des risques pour Mourad Dina? En France, je pense qu'il n'y a plus de risque aujourd'hui. On peut imaginer qu'il y ait d'autres demandes d'extradition fondées sur Oui. d'autres condamnations. Hein. Oui. Ça peut toujours arriver en France. Oui. Et à ce moment-là, ça ferait un nouveau mandat d'arrêt, une nouvelle demande. Ça peut se concevoir. Mais je pense que Faudrait qu'il soit en ça France, ça paraît serait un bien. peu, oui, théoriquement, c'est toujours possible, bien sûr. Donc, Son statut en Suisse, il est réfugié politique. alors, en fait, il a un statut assez particulier parce que Mourad Dina est parti en Suisse directement des États-Unis à la demande des autorités, enfin de l'Université Polytechnique fédérale de Zurich, pour y enseigner. Donc, il est allé bien avant les événements de 92 en Algérie. Et il avait à ce moment-là un statut de résident régulier en Suisse et un peu plus tard en France d'ailleurs, puisqu'il est allé ensuite travailler au CERN, au Centre d'études de recherche européen, qui est à la frontière entre Genève et la France. Celui qui a découvert le boson de Higgs hier, hein, quand même. Hein, bon, quand même. À 99,81. Donc il est allé, lui, pour enseigner, pour travailler au CERN avant les événements d'Algérie. Et il a été contraint de demander l'asile en Suisse dès qu'il a commencé à faire l'objet de pression du gouvernement algérien sur les autorités suisses disons, et il n'a jamais obtenu donc de statut de réfugié en Suisse, mais il y résidait légalement avec sa famille. Donc ses enfants sont tous nés en Suisse et il réside légalement en Suisse depuis donc une vingtaine d'années. 93, depuis Ouais. 93. Bien. D'autres questions? Bon, mais bien, oui, non plus. Avec la disons, la décision de justice française, est-ce que vous pouvez me répondre si vous avez une réponse, est-ce que vous ne pensez pas que toute la théorie du régime algérien fondée sur l'islamisme, le terrorisme, pour freiner les avancées démocratiques en Algérie, vient de tomber à l'eau? Et là-dessus, de manière générale, je ne pense pas qu'une seule décision puisse satisfaire à cela. Tous les régimes de cette région du monde, avec l'appui de tous les gouvernements occidentaux, nous ont constamment enfermés dans l'alternative islamisme, où c'est les dictatures qui règnent et les militaires, où c'est l'islamisme que vous aurez, et le terrorisme, et l'invasion migratoire, etc. Je pense que ce qu'on a appelé le printemps des peuples arabes, et qui est toujours en cours, je pense que le mouvement révolutionnaire, l'aspiration aux libertés des uns et des autres, montre que il est impératif que ce dilemme est un faux dilemme, est un dilemme qui nous est imposé, qui est surtout imposé au peuple du sud de la Méditerranée. Alors, cette décision contribue à, je dirais, un peu plus ridiculiser le système judiciaire algérien et à montrer qu'il ne fonctionne pas. Malheureusement, il ne suffira pas je dirais, à faire vaciller à lui seul, à elle seule, cette décision, un régime dont il ne vous a pas échappé que sur les 3 pays du Maghreb, c'est celui qui a réussi à faire le preuve d'immobilisme depuis février de l'année dernière. Mais enfin, cela dit, je veux simplement me souvenir que le vendredi, j'étais autour de cette table en train de présider une conférence de presse avec Souher Belassel, présidente de la FIDH, de toute l'opposition tunisienne à 11h, et qu'à 6h, M. Ben Ali était parti. Gardons ça comme un bon présage. C'est pas les décisions de justice qui renversent les ordres établis quand même. Hein.
C'est un peu plus compliqué que ça. Malheureusement. Ou heureusement. Sans ça, ce serait simple. Bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, merci à vous. Mais ce n'est pas lui qui fait les lois. Mais malheureusement, en Algérie, j'ai trouvé que c'était pire. Car non seulement on a des lois, bien sûr, qui sont plus que discutables, mais encore que les procédures judiciaires sont, pour le moins qu'on puisse dire, inexistantes ou totalement dévoyées. Donc on a un juge qui prend des décisions sur un simple coup de fil, sur une injonction des services de renseignement. Et je me suis dit qu'en fait, c'est tout à fait inacceptable qu'aujourd'hui on ait un système judiciaire, alors que l'Algérie est censée être partie à des conventions internationales des droits de l'homme, qu'une telle justice continue à fonctionner ainsi. Et je crois que ça a été exprimé de la façon la plus éclatante par l'avocat général devant la cour de la chambre d'instruction de Paris, qui a utilisé un terme que j'avais noté sur une feuille la veille de l'audience, ubuesque. Voilà l'état de la justice algérienne. Et ça fait mal au cœur. Bien sûr, sur un plan personnel, j'étais réjoui que ça se termine comme ça, qu'il y ait la libération au bout de compte, mais en tant qu'Algérien, j'étais profondément blessé, je le suis encore, surtout à 50 ans après l'indépendance. Pour le dire clairement, on n'a pas d'État, parce qu'on n'a pas d'État de droit. Et c'est ça ce qui blesse tout citoyen algérien. C'est pour ça que, pour moi, je suis encore plus convaincu de la nécessité de mener ce combat pour les droits de l'homme, et je suis content de pouvoir le dire dans un endroit aussi important que les locaux de la Ligue des droits de l'homme à Paris, et aussi qu'il ne peut aussi être un combat droit de l'hommiste, simplement, parce qu'il y a toujours une dimension politique, et que les deux doivent marcher de pair, parce que si on fait l'un sans l'autre, on peut être soit utopique, soit rechercher un pouvoir pour faire pire que les autres. Et ce n'est pas ce que nous devons rechercher. Voilà. Donc c'est un petit peu ce message et puis que je voulais dire. Et j'ai aussi une pensée, j'ai rencontré des gens à la prison de la santé, c'est un autre monde. On voit de tout. On voit de tout. Et le travail des droits de l'homme doit se faire aussi à Paris, peut-être, sur certains points. Et c'est ce qui donne, je dirais, du goût, oui, du goût à la vie de toute personne qui se veut militante pour des principes. On est surpris de voir que partout, il y a des choses à s'indigner. Qu'est-ce qui doit nous faire indigner? Quoi donc, par exemple, durant ces 6 mois? Eh bien, écoutez, j'ai trouvé des choses de l'actualité, par exemple. Bon, il y a des fois des choses toutes simples, toutes simples, pas pour les personnes, parce que, par exemple, quand vous êtes concerné par une erreur judiciaire en passant 17 ans derrière les barreaux, encore que ça, l'erreur, disons, est humaine. Hein, donc, mais il y a d'autres choses. Par exemple, j'ai vu ce que voulait dire dans la réalité certaines choses ici en France. Par exemple, le fameux titre « Association de malfaiteurs pour entreprises terroristes » à des gens qui étaient en prison et qui ne savaient pas très bien pourquoi. Enfin, c'était, bien sûr, je le répète, nous sommes dans un état de droit, il y a une justice qui fonctionne, mais je crois qu'il y a en amont, au niveau du législateur, des choses, et c'est là où je mets le lien entre le politique et les droits de l'homme, c'est qu'il y a des choses auxquelles il va falloir réfléchir sérieusement. Enfin, quand vous avez des gens qui ont passé 10 ans à l'isolement parce qu'on aurait dit quelque chose, j'ai vu même des câbles sur Wikileaks, des états d'esprit de juges qui prononcent des peines. Oui, ça... Moi, je veux le dire à la Ligue des droits de l'homme ici à Paris. Voilà. Donc, je ne citerai pas de cas concrets, mais j'ai pris mes petites notes, et puis c'est des combats peut-être qu'il va falloir mener. Est-ce qu'au-delà de ces aspects juridiques, est-ce que vous avez parlé, je dirais, avec des personnes qui peuvent être un petit peu parfois perturbées sur le plan de leur appréhension de la religion musulmane? Est-ce que vous avez parlé avec eux? Vous avez des discussions un petit peu théologiques? Il ne faut pas se voiler la face, mais disons, on est à Paris, il y a des situations, dans des contextes historiques qui sont connus, il y a toujours des frictions. On commémore aujourd'hui le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Bon, ce terme, on le mentionne avec beaucoup d'amertume, hein, parce que bon, le premier président algérien avait parlé d'indépendance confisquée. Je me demande ce qu'il aurait dit aujourd'hui. Hein, donc, on est encore loin d'avoir achevé ce chemin. Encore une fois, j'ai dit que cette affaire-là le montrait sur un plan d'un des fondements de l'État tel qu'il doit être conçu de nos jours, l'État de droit. Il reste tellement à faire que je n'utiliserai pas de gros mots pour le décrire, mais chez nous, on en est très 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 loin.
C'était pas ma question, c'était avec des détenus musulmans, disons, oui, pour parler oui, franchement. Est-ce que vous avez eu des discussions un petit peu pour les calmer sur certains aspects? Non, mon rôle n'était ni de calmer, ni de faire ni de prêcher quoi que ce soit. C'était pour moi un moment de voir les choses. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui parlent facilement de stigmatisation, de faire un petit peu les victimes, les musulmans sont victimes. Il y a des problèmes, on le sent en prison dans la société française, tout le monde en est conscient, mais je crois qu'il y a aussi, je suis confiant qu'il y aura des solutions, parce que bon, ce n'est pas aussi un échappatoire que dire oui, les pauvres musulmans sont un petit peu victimes, parce que bon, il y a des musulmans qui sont en prison parce qu'ils ont fait des choses pas correctes, hein, il faut le dire aussi. Et ce sont des citoyens, et il y en a qui le reconnaissent sans problème. Donc moi, je ne pense pas du tout qu'il faille lier ça à un problème de religion. Parce que parmi les personnes que j'ai côtoyées, j'ai vu beaucoup de monde, hein, j'ai vu des Basques, des Corses, c'est pas seulement un problème de... Ben oui, on discute dans la promenade, et ce n'est pas un problème d'islam ou de place de l'islam. Je crois moi, je veux découpler ces choses-là de ce cercle islam, prison, violence, etc. C'est un cercle où il faut sortir. On est dans un monde musulman en plein tumulte. C'est clair qu'il a beaucoup de problèmes, et je pense que le problème de fond dans nos pays, et dont souffrent les gens nuit et jour, c'est surtout dans nos pays, je ne parle pas de la France, c'est que l'absence de l'état de droit. C'est ça, parce que les gens ne se sentent pas en sécurité dans leur pays, parce qu'ils ne sont pas protégés par la loi, c'est tout. Ils sont sous l'arbitraire, qui peut frapper à tout moment d'une façon la plus violente qui soit. Voilà. Et moi, la chose que j'ai insisté sur, donc l'histoire récente, ces 20 dernières années de l'Algérie, c'est que j'espère que la façon dont le dossier juridique me concernant a été vu et exposé dans toutes ces dimensions et ces errements, ces égarements, moi je suis sidéré, et puis je suis toujours meurtri de voir que j'ai connu tant de gens qui ont été faits disparus, exécutés, emprisonnés à de lourdes peines, sur des dossiers encore beaucoup plus légers que le mien. Alors que le mien, bien sûr, il est sur une échelle d'inacceptable. Hein, donc ça a été, excusez l'expression, le geste qu'aurait pu faire le procureur à Paris, c'est de le prendre et de le mettre dans une poubelle. Donc ce n'est pas dans un palais de justice qu'on discute à un tel niveau. Alors il y a des choses encore pires qui ont eu lieu en Algérie. Donc, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc voilà. C'est un petit peu ça, c'est cette réflexion. Je sais que ça ne sera pas facile, parce que 50 ans après l'indépendance, il y a des non-dits, des choses qu'on ne peut pas encore aborder sur l'histoire algéro-française. Et ces 20 dernières années, on a vu des choses qui n'étaient pas belles à voir dans notre pays. Et là, donc moi, je ne veux pas que se répète ce même tempo de l'histoire. Je voudrais que dans notre pays, on ait ce courage d'avoir ces devoirs de mémoire, de recherche de vérité, qui ne veut absolument pas dire vengeance ou vendetta ou stigmatiser qui que ce soit, mais au moins que les gens sachent qui a fait quoi, et puis bon, une fois que les choses sont claires, qu'on se dise, arrêtons maintenant, essayons d'avoir un État qui se respecte, avec un État de droit. Donc c'est ça qui est la plus forte interpellation. Comment vous avez réagi au fait que les autorités françaises vous arrêtent, qu'il y ait cette arrestation, qu'il y ait cette demande d'extradition de la part de votre pays? Écoutez, moi j'ai réagi très froidement. J'ai tout de suite compris qu'il y avait... C'est un petit peu... Vous savez, je crois que c'est Bismarck qui avait dit en Allemagne que les lois c'est comme les saucisses, il vaut mieux pas voir comment elles sont préparées. Donc il y a une convention entre l'Algérie et la France. Elle existe, elle est ce qu'elle est, on peut être contre, mais c'est une législation. Il y a en France un état de droit, il y a des procédures. Moi, je dois reconnaître, enfin, ça c'est au crédit de tout l'appareil judiciaire et aussi policier français, que de la première minute, les procédures ont été respectées. Hein. Donc je ne vais pas dire que j'étais maltraité ou je ne sais quoi. C'était toujours j'ai senti que j'étais dans un état de droit, mais bien sûr, il y a des lois. Alors les lois peuvent être injustes, ça tout le monde le sait. Mais ce n'est pas à ce niveau. C'est pour ça que je lis toujours ce combat droits de l'homme apolitique, parce que c'est le politique qui fait les lois. Le juge ne peut que les appliquer. Donc moi, je ne peux pas en vouloir à un juge d'appliquer une loi. Bien au contraire, c'est ce que je demande. Et le travail en amont, c'est de dire, par exemple, ces conventions, ces réglementations, moi, j'inviterai, par exemple, les autorités françaises peut-être à revoir une convention qui date maintenant de presque 50 ans.
Elle a été faite dans un contexte pour des choses données. Puis bon, il y a tellement de flou, de vide. Et puis quand on voit la législation qui est mise en avant par les Algériens, des fois ça vous fait froid dans le dos. Donc par exemple, la définition du terrorisme en Algérie, c'est-à-dire que je peux prendre aujourd'hui n'importe quel citoyen algérien et le faire passer dans l'engrenage de la justice, entre guillemets, algérienne, sous soupçon de terrorisme. C'est tellement facile. Vous vous rassemblez avec 2 personnes dans une place publique, le juge peut le faire, il a l'outil. Parce que, tout simplement, le terrorisme est défini d'une manière politique, pas juridique. Et bien entendu, moi j'avais dit à l'audience que j'aimerais bien voir ces défenseurs de la République algérienne qui invoquent par exemple des lois, celui qui nuit à la renommée de l'Algérie. J'ai dit, écoutez, peut-être aujourd'hui, celui qui nuit à la renommée de l'Algérie, c'est ce petit juge qui a fait un travail aussi bâclé et qui ne tient pas la route devant une cour de justice indépendante. Je ne pense pas avoir nui à l'Algérie, bien au contraire. Moi, je dis que ceux qui nuisent à l'Algérie, c'est ceux qui maintiennent ce statu quo. Mais bien sûr, ça peut nous entraîner très loin dans des discussions de politique entre États, etc. Mais bon, vous savez que ce qui vous sauve, ce qui vous sauvegarde dans ce travail politique, c'est cette contrainte des droits de l'homme. Et c'est pour ça que ce que je dis ici, je peux le dire ailleurs, devant un juge, et dans une promenade à la santé, ça sera le même discours. Et c'est ce qui aussi qui vous renforce, et c'est ce qui vous laisse dormir en paix. C'est ça le plus important, parce que tout le reste... Bon. Le but des Algériens dans cette procédure, c'était de salir, de diaboliser, de démoniser, de dire attention, ceux qui parlent des droits de l'homme, ce sont en fait des terroristes. Alors pourquoi terroristes? Moi je vous dis, crevez cet abcès, montrez-nous ce que vous avez dans votre sac, et puis après ça tourne en dérision ceux qui le prétendent. Nous sommes aujourd'hui avec M. Razi Heddoussi, ancien ministre de l'économie et des finances algérien entre 1989 et 1991. Monsieur Razi Heddoussi, vous qui étiez un petit peu au cœur de la vie politique algérienne il y a presque plus de 20 ans de cela, quel bilan faites-vous aujourd'hui, le 5 juillet 2012, de ces 50 années d'indépendance qu'on devrait fêter aujourd'hui? Écoutez, j'ai 72 ans, j'avais 20 ans au moment de l'indépendance. Le bilan des 50 ans que j'ai passé, je peux dire mais honnêtement et simplement qu'on n'a rien fait. Je n'ai pas fait un pas en avant en 50 ans. Donc le pays n'a pas avancé d'un seul pas dans la bonne direction pendant cette période. Pensez-vous que c'était un petit peu le vœu de nos parents et grands-parents qui ont enclenché cette révolution, que l'Algérie arrive à cette situation aujourd'hui, sachant que le 50e anniversaire de l'indépendance coïncide avec une Algérie étant dirigée par un gouvernement provisoire, ce qui était le cas le 5 juillet 62? Non, je pense que nos parents et nos grands-parents ont fait une vraie révolution. On parle aujourd'hui de révolution arabe. Il ne faut pas que les Algériens oublient que la révolution nationale algérienne a été une vraie révolution, que c'était la révolution de tout un peuple et qu'elle a été admirable, grande, respectée dans le monde à l'époque. Et c'est ce respect d'ailleurs et cet immense espoir créé par cette révolution qui a fait que nous avons accepté qu'il n'y ait pas de mort après 1962 parce que le régime voulait prendre le pouvoir même avec les morts. Et c'est ce que nous n'avions pas accepté et c'est ce que nous payons aujourd'hui. Comment voyez-vous un processus de changement futur ou présent qui pourrait aller vers une instauration d'une réelle démocratie et d'un réel état de droit? Je pense que ça appartient à Dieu. Il y a des phénomènes qui jouent, le phénomène démographique joue, notre génération s'en va, celle de nos parents s'en va. Et la nouvelle génération a certainement une autre manière de voir l'Algérie, une autre manière de voir le pays. Peut-être qu'elle sera difficile. Je sais que les Algériens sont unis et c'est ça qui est important. Ils sont unis dans le sens de la justice, dans le sens de la liberté, dans le sens de l'empêchement du vol et du mépris par le pouvoir. Et je pense que cette culture algérienne, qui est la culture de la solidarité, qui est la culture de la liberté,
va leur permettre nécessairement, le moment viendra sans qu'on l'attende, comme cela s'est passé en Tunisie, comme cela s'est passé en Égypte. Je ne pourrais pas vous dire quand, mais quand le moment viendra, j'espère que toute la culture d'union qui a fait la révolution algérienne retourne demain parce qu'elle existe encore. Vous êtes là pour assister à la conférence de presse donnée suite à la décision de la justice française de ne pas donner suite à la demande d'extradition du docteur Mourad Dehina. Quelle lecture faites-vous de cette affaire ? Je pense qu'on est le 50e anniversaire, la date du 50e anniversaire, une énorme publicité, y compris dans les journaux français d'ailleurs, fait que pour montrer que c'est une grande victoire, eh bien je pense que nous avons eu quand même un grand cadeau. La justice française nous a fait un grand cadeau puisqu'elle a crevé l'abcès, qui montre que ces honnêtes intellectuels algériens qui sont dans l'opposition ne sont pas, comme le disait de la presse algérienne, des terroristes, ne sont pas des criminels, mais que ce sont des braves gens. Ça, c'est une énorme victoire au 50e anniversaire contre le système judiciaire algérien et contre le pouvoir algérien. Et tout son argent, tout ce qu'il a pu dépenser pour cet anniversaire est remis en cause par ce simple procès. Même si cela coûte à M. Dehina d'avoir fait 6 mois de prison, c'est une énorme victoire de mon point de vue pour nous. Vous avez de l'espoir pour l'avenir de la démocratie et de la justice dans notre pays? Mais bien sûr, on ne peut pas être un être humain, on ne peut pas être un homme politique sans avoir l'espoir que les gens de la justice et de la liberté gagnent. Nous gagnerons, que nous soyons vivants ou morts. Sur cette note d'espoir, on vous remercie beaucoup d'avoir accordé ce petit entretien à Rachat TV. Merci beaucoup, M. Razi Haddouzi.